Donc, pour commencer, je vais essayer de resituer pour vous la base de connaissances statut dans son contexte plus large, c'est-à-dire ce qu'on appelle la base de connaissances espèces. La base statut, elle est englobée dans une base de connaissances qui est adossée à TaxRef et qui centralise l'information liée aux espèces selon trois axes. Le référentiel taxonomique TaxRef, qui liste et organise les noms scientifiques de l'ensemble des êtres vivants recensés sur le territoire français et qui essaye de coller au plus près des avancées de la taxonomie et de la phylogénie. Et c'est aussi TaxRef qui représente en quelque sorte la colonne vertébrale de cette base de connaissances en permettant l'interopérabilité entre les jeux et les bases de données. Ensuite, la base de connaissances statuts qui va plus nous intéresser aujourd'hui, qui liste les statuts liés aux espèces dans les localités où ils s'appliquent. Et enfin, une base de connaissances traits de vie en cours de développement qui bancarise les traits de vie biologiques intrinsèques aux espèces, donc mode de reproduction, taille, poids, capacité de dispersion, ou les traits de vie écologiques fonctionnels, type trophique, type d'interaction entre espèces, lien espèce-habitat, etc. L'objectif de cette base statut, c'est de permettre, grâce à un CD-nom, donc l'identifiant unique d'une espèce, d'un taxon dans le référentiel taxonomie TaxRef, de remonter tous les statuts liés à une espèce dans une ou plusieurs localités où s'appliquent ces statuts. En ce qui concerne son périmètre d'application géographique d'abord, tous les statuts dont la zone d'application est incluse dans l'État français sont pris en compte. Et donc, à l'heure actuelle, le niveau administratif le plus bas, c'est le département. Pour le périmètre taxonomique, les noms de taxons et la classification diffusée dans la base de connaissances sont ceux qui sont diffusés dans la dernière version de TaxRef. Et donc, naturellement, la base de connaissances est mise à jour en même temps que TaxRef, en plus des mises à jour liées aux ajouts ou aux modifications de statut. En termes de structuration, l'information de base est constituée d'un triplet taxon, statut, zone d'application. Donc, les statuts concernés… Tu veux dire quelque chose, Pascal? Non, non, c'est bon, c'est bon. Les statuts concernés, ce sont tous les niveaux de liste rouge du niveau régional au niveau mondial, les espèces réglementées, donc les espèces protégées, les espèces interdites d'introduction, les espèces réglementées, les espèces dans les conventions internationales, les plans nationaux d'action, les espèces CAP, les espèces déterminantes SNIEF et les espèces sensibles au sens du SINP. Et on essaye de faire en sorte de travailler le plus possible en temps réel et donc d'intégrer les mises à jour de listes et les nouveautés dès leur sortie. Sauf dans le cas des listes rouges régionales, puisque ce sont d'autres acteurs que l'État qui pilotent ces listes et ils ne sont pas forcément au courant qu'on centralise et on diffuse les données au niveau de l'INPN, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Donc, cette base de connaissances, elle a été mise en place dans le but de centraliser et d'harmoniser les informations relatives à la caractérisation des espèces selon leur statut dans les différents programmes espèces que porte l'UMS Patrinat. Et donc, toute la difficulté consiste à créer une source d'information qui soit unique à partir de programmes différents qui sont gérés par des acteurs d'horizons différents. Donc, aussi bien des acteurs internes à l'UMS dans le cas des listes rouges, des listes rouges nationales, des PNA ou de la SCAP, ou par des acteurs externes comme les DREAL dans le cadre des espèces déterminantes SNIEF ou des espèces sensibles au sens du SINP, et même des associations, par exemple, dans le cadre des listes rouges régionales, comme on en parlait juste avant. Les formats sont différents. La mise en correspondance avec TaxRef n'est pas systématiquement la règle et donc elle reste à faire avant intégration des statuts. Les règles d'héritabilité des statuts sont différentes d'un programme à l'autre, etc. Les données minimales requises pour intégration dans la base de connaissances, dans la base statut, c'est un CD-nom, un statut, une localité d'application, et un document source qui permet de se reporter à lui et de référencer le statut dans nos bases. On fait en sorte de restituer cette base via 3 canaux différents.
On la diffuse via l'API TaxRef. Donc, je vais vous montrer le type d'utilisation qu'en a été faite par un de... Alors, je ne sais pas si vous voyez... Le partage d'écran. Oui, j'ai repris le partage d'écran parce que du coup, j'avais changé d'application. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici une utilisation qui a été faite de l'API TaxRef par un utilisateur. Et vous voyez, pour cette espèce, sur son site, il a restitué tous les statuts qui s'appliquent à cette espèce. On peut aussi télécharger la base de connaissances statut sur le site de l'INPN sous forme de fichier CSV, donc on peut réutiliser dans une base Access ou autre. Et enfin, pour des consultations plus ponctuelles, on peut la consulter via le formulaire statut. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais si vous avez des demandes, vous pouvez me les adresser. Et sachant que l'API et le formulaire statut sont libres d'accès. Il n'y a pas besoin de se connecter pour y accéder. Voilà. Je vais prendre la suite. Ce que vous a présenté Claire, hein, c'est l'état actuel des services que l'on rend avec la BDC Statut, mais on veut faire évoluer ce service parce que derrière, Claire vous a dit qu'on gère en fait un ensemble de bases de connaissances, donc la base de connaissances statut, la base de connaissances sur la répartition des espèces. Typiquement, on a des répartitions de références des espèces. On a un programme qui fait des répartitions de références des espèces par département et par secteur marin. Et puis, on a une base de connaissances de traits de vie que l'on commence actuellement. Et ce qui serait intéressant, c'est rendre des services non seulement en lien avec statut, mais en lien avec un couplage de données entre un statut et une autre information, typiquement pour pouvoir répondre à ce type de besoin. Par exemple, avoir la liste des espèces présentes dans le département du Doubs et ayant un statut liste rouge en danger critique. Typiquement, pour l'instant, on ne peut pas répondre à ce type de service, mais on l'a programmé pour 2021. Avoir la liste des espèces déterminantes SNIEF des régions voisines. Typiquement, ça, c'est quelque chose qui serait très, très intéressant pour un utilisateur d'une région pour construire ou mettre à jour sa propre liste d'espèces déterminantes. Et pourquoi pas relier ça aussi à des liens entre les espèces et les habitats. Et puis d'autres requêtes assez simples, si je veux, par exemple, avoir la liste des plantes hôtes des papillons protégés présents dans ma région. Donc le service va évoluer. Claire, tu peux passer la diapo suivante. Typiquement, donc toujours derrière, hein, comme vous l'avez expliqué Claire, on a TaxRef, on a le référentiel taxonomique hein, qui gère tout le nom des espèces. C'est à partir de ce référentiel qu'on construit donc la base de connaissances sur les statuts, la base de connaissances sur la répartition. Alors sur la répartition, on a deux entrées. Évidemment, quand on parle de répartition, on gère la répartition dans les territoires nationaux. Donc, tous les territoires d'outre-mer et puis la métropole. Et pour la métropole, on va plus loin sur la répartition. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met en place une répartition de référence par département et par secteur marin. Et puis, on met en place une base de données de traits de vie. Alors, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est l'élaboration d'un outil applicatif qui permet de faire des requêtes dans la base de connaissances à partir d'une liste d'espèces. Et typiquement, cet outil applicatif serait un bon appui pour l'élaboration de listes, par exemple pour l'élaboration de listes rouges régionales ou pour l'élaboration ou la mise à jour de listes déterminantes SNIEF, par exemple. Ça, c'est pour la programmation 2021. Alors, la BDC Statut a un gros impact sur la programmation. Étant donné que la BDC Statut gère toutes les espèces qui sont liées à une politique publique, plus toutes les espèces qui sont liées à la démarche liste rouge, eh bien, ça nous fait que cette base de connaissances statut, elle structure nos priorités en termes de complétude. Là, on vous donne là le nombre d'espèces
qui sont concernés par cette BDC statut. On a près de 48 000 espèces qui sont concernées dans toute la France et on a un peu plus de 19 000 espèces qui sont concernées en métropole. Alors, typiquement, dans le programme que l'on met, que l'on a sur la base de connaissances sur la répartition, c'est un programme qu'on appelle ABDSM anciennement, c'est l'Atlas de la biodiversité des départements et des secteurs marins. On a pour priorité la complétude des données qui concernent la répartition en métropole de toutes les espèces concernées par la BDC statut. Idem pour les traits de vie. On a mis en place cette base récemment et on met en place des priorités pour la complétude de l'information pour certains traits qui sont importants dans le cadre de politiques publiques. Par exemple, on met en place un lien entre les espèces et les habitats. Ça, c'est en lien avec la directive Habitat, avec la directive Habitat Faune Flore. Et puis, on met en place un trait sur les capacités de déplacement des espèces. Et ça, c'est vraiment un trait très intéressant dans le cadre de la trame verte et bleue. Alors ça, c'est quelque chose qu'on commence à mettre en place et que l'on ne diffuse pas encore l'information via nos web services, mais ça va être programmé pour 2021. Mais pour cette diffusion, pour les utilisateurs, il faut absolument aussi qu'on diffuse aussi l'information sur la complétude des données. Typiquement, si on diffuse donc les données en état, les utilisateurs n'auront pas forcément une idée de la complétude des données qu'ils reçoivent par rapport à ce qu'on appelle, nous, des groupes opérationnels, qui peuvent être des groupes taxonomiques ou qui peuvent être, par exemple, le groupe des espèces qui sont concernées par la BDC statut en métropole. Donc, en même temps, on veut diffuser un indicateur de complétude parallèlement à la diffusion des données de cette base de connaissances via le web service TaxRef. Donc ça concerne donc la BDC statut. Alors dans le titre, on nous demandait de faire un petit résumé sur les nouveautés concernant TaxRef. Ah, Claire, je ne vois plus l'écran. C'est ma dernière diapo. Bon, alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le référentiel taxonomique, ça concerne l'ensemble du monde scientifique, ça concerne l'ensemble des noms scientifiques cités en France pour l'ensemble du monde vivant, donc des bactéries, et pour faire vite aux mammifères, ça concerne tous les territoires nationaux évidemment. Ça, c'est lié au concept de nomenclature. On gère aussi la problématique des noms scientifiques de référence. Parce que ça, derrière TaxRef, on gère aussi en même temps le concept de nomenclature et en même temps le concept de taxonomie. Et pour les noms de référence, on est en cohérence, si possible, avec des bases internationales. La mise à jour de TaxRef, elle est structurée avec un réseau d'experts et la diffusion est pour l'instant annuelle via le web service et le téléchargement. Alors actuellement, on est à la version 14 en 2020. On a plus de 105 000 espèces en métropole et plus de 95 000 espèces en outre-mer. On est encore, on va dire, loin de la complétude. Pour vous donner une indication, on rentre à peu près entre 600 et 800 nouvelles espèces pour le territoire national par an. Pour 2021, les nouveautés, c'est les suivantes. On va tout faire pour qu'on ait une visualisation pour tous de l'outil applicatif TaxRef Web. L'outil applicatif TaxRef Web, c'est l'outil qui nous permet de mettre à jour TaxRef. C'est l'outil qui nous permet de faire les liens entre tous les taxons et toutes les sources d'informations que l'on a sur ce taxon. C'est un outil, pour l'instant, c'est un outil applicatif qui nous sert à nous en tant que travail avec le réseau d'experts, mais on veut le rendre visuel, on veut le rendre disponible pour tout, pour la visualisation, pour que les gens, pour que tout à chacun ait une vision sur l'état d'avancée de TaxRef, du référentiel. On prévoit aussi une diffusion en continu des nouveaux noms scientifiques via l'API, tout simplement parce que lorsque vous avez une nouvelle espèce qui est déclarée pour la France, si on veut rendre disponible cette nouvelle espèce, actuellement, le temps peut être d'1 an entre 2 versions. On veut raccourcir ce temps pour avoir une diffusion en continu. Et puis, un des gros chantiers qu'on met en place pour 2021, c'est un accompagnement des utilisateurs pour la gestion de l'impact de l'évolution de la connaissance sur les données.
parce que la connaissance en taxonomie, elle évolue au cours du temps. On a des taxons qui sont, en fait, nous, dans notre jargon, on a des splittages. Donc, à un moment donné, on pensait qu'on avait une seule espèce, et puis les données en génétique moléculaire et en phylogénie disent que finalement, on en a deux. Tout ça, ça a des applications sur les données. Ça a des implications non seulement sur les données d'occurrence de taxons, mais même sur les données de nos bases. Chaque année, on est obligé de mettre à jour, en fonction de l'évolution de ces connaissances, nos propres bases de données. Et on veut mettre en place un service d'accompagnement pour les utilisateurs de TaxRef. Je vous remercie. Merci. Merci Pascal, merci Claire. C'était parfait au niveau du temps, je n'ai même pas eu à vous le dire. Alors, je vais prendre les questions qui ont été proposées sur la discussion. Bien entendu, n'hésitez pas à en rajouter dans les minutes qui viennent. Et attendez, on reçoit aussi des messages des organisateurs simultanément. Oui, d'accord. Bon, c'est juste pour dire qu'effectivement, on est arrivé au bout de temps de présentation. Et vous pourrez également lever la main si vous le souhaitez poser une question oralement. Alors, une première question qui a été posée par Série Derry, c'était c'est quoi une espèce SCAP? Ça va être assez rapide, puis ça va permettre de repréciser les changements qu'il y a eu au début de l'année. Je vous laisse la parole autour de la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'une espèce SCAP? Alors, une espèce SCAP, c'est une espèce qui est dans les listes SCAP de la stratégie de création des aires protégées. Donc, stratégie de création qui est devenue la stratégie nationale des aires protégées depuis quelques semaines. Voilà. Merci. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre. Quel est le sens de sensibilité du SINP? Peut-être que Angélique, je ne vois pas le nom complètement, pourra nous préciser sa question, à moins que… Non, mais moi, je peux répondre. D'accord. Alors, Pascal. En fait, dans le cadre du SINP, on a une problématique en termes de diffusion de données. C'est-à-dire que si on diffuse une donnée trop précise, ça peut avoir un impact sur la conservation de l'espèce localement. Donc, dans le cadre du SINP, on a des listes d'espèces pour lesquelles on détermine que les données sont sensibles. Cette liste d'espèces dont les données sont sensibles sont construites région par région avec validation du CSRPN. Et ces listes validées par chaque CSRPN sont ensuite incluses dans la BDC statut. Merci, Pascal. Je prends la suite parce que réponse claire. Pourquoi minimum un CD-nom et pas le CD-REF? Peut-être plus pour Claire. Alors, dans TaxRef, le CD-nom, c'est l'identifiant unique d'une espèce. Le CD-REF, c'est juste le CD-nom de l'espèce référente. Donc, si on veut vraiment avoir l'identifiant unique de l'espèce telle qu'elle a été citée dans un document source au moment de l'élaboration de son statut, l'info qu'on garde, c'est son CD-nom et pas son CD-REF. Mais quand on met à jour on diffuse évidemment le CD-REF de la version en cours dans la BTC statut. Donc, si cette espèce change de CD-REF, on fera la bascule dans la BTC statut aussi. Donc, c'est plus intéressant pour nous d'avoir le CD-nom que le CD-REF. Pour donner un exemple de précision, un exemple précis avec les espèces protégées. Les espèces protégées, vous avez des noms scientifiques qui sont sur des textes de loi. Donc, ces noms scientifiques tels qu'ils sont écrits dans le texte de loi correspondent à un CD-nom. Mais l'évolution de la connaissance fait que ce nom scientifique, en fait, peut devenir un synonyme d'un nom de référence. Donc, on garde en base le libellé du nom avec le CD-nom tel qu'il est dans le texte de loi. Mais nous, derrière, on gère toute l'évolution de la connaissance avec la taxonomie, sachant que l'espèce elle a toujours son statut originel. Merci Pascal, merci Claire. Nous avons également une question qui relève des aspects contribution, puisque Maxime demande comment sont ajoutés les nouveaux taxons et peut-on contribuer à ces ajouts?
Et il pose la question avec un exemple sur les espèces marines qui sont non disponibles sur TaxRef 14 actuellement. Il doit y avoir des espèces en tête. Les nouveaux ajouts dans TaxRef se font de deux manières principales, soit en intégrant des espèces qui sont citées dans des publications scientifiques comme étant présentes dans les territoires français, soit en intégrant des données qui sont dans des GSD déjà existantes, et ces GSD indiquent que ces espèces sont présentes dans les territoires français. Donc, par exemple, pour les espèces marines, c'est le cas de worms. On intègre les espèces de worms qui sont présentes dans les territoires français. Donc, en fait, Global Species Database, pardon. Et en fait, il nous faudra toujours une source pour justifier de la présence de ces espèces en France. Donc, en général, publication scientifique. Ou jeu de données dans le GVIF, par exemple, ou autre. Ouais. Alors, si vous avez des noms qui vous manquent dans TaxRef, n'hésitez pas à nous en faire part. C'est-à-dire que nous aussi, on est là, on a une offre de service. C'est-à-dire que si c'est en fait, s'il y a un nom scientifique, ça peut même être un nom scientifique ancien, hein, ça peut être un synonyme, ça peut être une autre combinaison ancienne pour un taxon. Si ça manque dans TaxRef, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse analyser ce nom et le rajouter si derrière on a une source par rapport à la présence en France. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient être précisées justement sur les noms qui sont apportés via les Global Species Database? Un exemple, par exemple, enfin un exemple concret sur. Tu as parlé de peut-être via Fishbase ou. Alors, je ne sais pas, Pascal, on peut dire ce qu'a fait Olivier avec le service. Typiquement, ça c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en 2020. Maintenant, on a mis en place des liens d'interopérabilité très très forts avec les bases internationales, par exemple WORMS pour le marin, et on a l'information comme quoi WORMS dit que c'est sur un territoire national. Et en fait, on a mis en place un petit outil qui nous permet de voir toutes ces espèces qui sont dans WORMS considérées être dans un territoire national qui ne sont pas dans TaxRef. Et derrière, nous, on vérifie l'information parce qu'il peut y avoir des erreurs dans WORMS. C'est-à-dire que en fait, une espèce peut être considérée dans WORMS comme étant présente sur le territoire national, mais ça peut être un problème de mauvaise localisation, mais ça, on peut faire corriger. On est en étroite relation avec les bases internationales et on participe aussi à leur correction, mais le plus souvent, ils ont l'information et nous, à partir de leur information, on rentre les espèces en base. Donc, ce qu'on a mis en place en 2020, c'est ça, c'est vraiment une étroite relation avec les bases internationales, alors aussi bien des bases taxonomiques comme WORMS. On en a d'autres pour les champignons, par exemple, Index Fungorum pour les champignons. En fait, on en a plein pour plein de groupes. Et aussi avec le GBIF, on a mis en place un lien avec le backbone du GBIF. Le backbone, c'est le catalogue des espèces qui est utilisé par le GBIF. Et là aussi, on a des données de GBIF qui disent qu'un taxon est en France. On ne l'a pas forcément dans TaxRef. Et nous, l'équipe, avec notre réseau d'experts, on met en place un travail pour vérifier si l'espèce est bien présente sur le territoire national. Et lorsqu'on a la preuve de sa présence, on l'intègre en base. Et plus précisément, en fait, tout à l'heure, Pascal parlait de TaxRef Web, donc l'outil applicatif qui nous permet de travailler sur TaxRef tous les jours. En fait, Olivier Gargomini a fait le lien avec ces GSD via l'API de chacun de ces sites. Il les a implémentés sur TaxRef Web. Donc, l'API que développe WORMS, l'API du GBIF, etc. Je vois d'autres questions. En fait, quel est le référentiel des secteurs marins, SVP? Très bonne question. En fait, le référentiel des secteurs marins, c'est un référentiel qui a été construit historiquement par l'UMS Patrinat, même avant qu'on soit intégré à l'AFB puis à l'OFB. Actuellement, on fait un travail important avec le SAR
pour que… en fait, ces référentiels sont déjà utilisés dans le cadre du SAR, hein, mais on a des précisions à apporter, notamment au niveau des limites départementales, etc., et des limites, et des limites des préfectures maritimes, par exemple. Et là c'est un travail que l'on met en place actuellement avec le SAR, pour qu'on ait une structuration de nos secteurs marins qui soit vraiment en lien avec les référentiels géographiques du SAR. Ça, c'est un travail qu'on mène actuellement. Merci Pascal. Avant d'enchaîner sur la question suivante, juste une question intermédiaire qui concernait le lien vers un diaporama. Donc le diaporama, je vais essayer de la présentation. Ça, ce sera vu avec les organisateurs ensuite. Je pense que tout sera mis à disposition, mais comme ça a été évoqué en plénière, ce sera dans une seconde étape. Actuellement, il n'y a pas de partage possible. Alors, une question relative à la question de l'envoi des requêtes. Est-ce qu'une utilisation intense de l'API TaxRef et statut est envisageable? Et là, il est même évoqué une utilisation quotidienne de plus de 1000 requêtes par jour dans un contexte de bureau d'études. Alors, bon. J'imagine que oui. Je ne sais pas, Olivier est là, il peut répondre. Ouais, en fait, si Olivier est là, il peut répondre. Olivier Gargomini, c'est lui qui gère l'API. Autrement, je vais répondre. Olivier, si tu Allô? nous entends. Oui, Oui. on t'entend. On te Ouais, laisse la parole. Bonjour. on n'a pas fait de test de montée de charge sur l'API TaxRef, donc allez-y, puis si ça casse, on sera. Non, non, oui, 1000 requêtes par jour, je pense que c'est carrément envisageable. Maintenant, on n'a pas fait de test de montée de charge. Ouais, et typiquement, en fait, pour donner un exemple, tout à l'heure, là, on vous a mis un exemple d'utilisation des statuts par un partenaire, hein. Bon, le partenaire, c'est l'association ORENA qui a un site qui s'appelle Artemisiae. Et typiquement, eux, ils sont en lien journalier avec, mais ils ne s'occupent que du groupe des lépidoptères en fait, non, des lépidoptères. Donc, ça fait 5600 espèces en France, métropole. Et eux, ils sont en lien continu avec notre API et pour l'instant, ils ne nous ont pas remonté de problème. Après, ça dépend aussi des requêtes, hein. Il est bien entendu qu'une requête sur un CD non pour avoir les statuts, on peut en balancer 1000 dans la journée, il y a zéro problème là-dessus. Après, il y a des fonctions de l'API qui permettent de remonter d'un coup 50 000 taxons. Donc, effectivement, ces remontées volumineuses, elles sont consommatrices. Et il est fortement déconseillé de balancer 1000 requêtes qui remontent à chaque fois 50 000 taxons, ce qui, je pense, ne sert à rien d'ailleurs, mais voilà. Ça dépend, ça dépend du volume des requêtes. Merci Olivier pour ces précisions. D'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a des questions précises là-dessus, vous pouvez aussi contacter directement les personnes concernées, en l'occurrence parmi elles, Olivier Gargomini. Frédéric. Sur l'INPN, hein, et dans la page contact, Ouais. il y a de quoi contacter. Il y a de quoi. Voilà. Les ressources de Patrinat en fonction des thématiques. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, Frédéric Picot, il me semble que le critère d'entrée du protocole d'établissement des données sensibles est l'atteinte déjà effective, prélèvement, etc., sur le taxon. Ainsi, un taxon CR non prélevé ne fait pas forcément partie de la liste des taxons sensibles. Est-ce que cette analyse est exacte ou fausse? Alors, il y a beaucoup de choses. Je vais regarder. Est-ce que tu peux répéter? Je vois pas le… Alors, il me semble que le critère d'entrée du protocole d'établissement des données sensibles est l'atteinte déjà effective, donc prélèvement, etc., sur le taxon. Ainsi, un taxon CR, en danger critique, non prélevé ne fait pas forcément partie de la liste des taxons sensibles. Est-ce que cette analyse est exacte ou fausse? Oui, cette analyse est exacte, mais pas toujours respectée. Pas respectée parce que derrière, il y a beaucoup, dans l'élaboration des espèces dont les données sont sensibles,
il y a la notion de principe de précaution qui des fois s'applique et des fois, à mon avis, s'applique peut-être un peu exagérément. Mais au départ, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'impact de la diffusion des données, et notamment pour des problématiques de prélèvement, il faut qu'il soit effectif, effectivement. Merci Pascal. Alors, on va prendre une dernière question. Il y en a deux enfin, il y a une partie de réponse, parce que là, on arrive, il est 14h54 et il va falloir passer à la transition. Parmi les statuts, donc c'est Pierre Noël, parmi les statuts des espèces, serait-il possible de mieux définir ce qu'est une espèce introduite envahissante? Par exemple, une espèce avec moins de 10 signalements depuis 10 ans sur l'INPN mérite-t-elle ce statut d'envahissant? Et il y a eu un élément de réponse avec, pour l'espèce envahissante, nous avons pour la flore des outils bien au point pour établir ces listes. Cotation Lavergne, Weber, Egut et EPPO, par exemple, pour les plus connus. Est-ce que vous avez un complément d'information là-dessus? Oui, non, mais c'est une question, en fait, c'est une question importante, c'est vrai. Alors, bon, oui, pour la flore, effectivement, on a des outils. Pour la faune, on n'a pas des outils aussi précis encore, et il y a encore des structurations à faire pour décider à partir du quand une espèce qui est introduite est considérée comme envahissante. Ça, je sais qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Eh bien, ces questions sont très bien tombées puisque ça fait une espèce de transition avec la prochaine intervention. Donc, pour ceux qui souhaitent rester, vous êtes invités à rester et les autres peuvent aller voir éventuellement dans une autre salle si vous souhaitiez suivre une autre intervention. Et on va prendre donc 5 minutes avant de parler justement des espèces exotiques envahissantes. Merci beaucoup à Claire et à Pascal pour leur intervention. Et je pense Merci, Olivier. qu'on a balayé toutes les questions posées. Ah non, il y en a peut-être d'autres qui sont tombées depuis. Mais bon, au pire, elles seront remontées. De toute façon, on est dans la phase des 5 minutes là, puisqu'à 15h, on doit démarrer la deuxième partie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Nicolas Poulet, je suis chargé de mission biodiversité aquatique continentale à la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'OFB. Alors, on va effleurer juste un peu le sujet des espèces exotiques envahissantes au travers. Alors, partager l'écran. C'est bon pour vous? Un coup pour oui, deux coups pour non. Très bien, Nicolas. Merci. Okay. Voilà, on va l'aborder au travers du rapportage, des données nécessaires au rapportage sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, le contexte, vous le connaissez tous, hein, les espèces exotiques envahissantes sont aujourd'hui considérées comme une dépression majeure responsable de l'érosion de la biodiversité, comme le montrait l'objectif numéro 9 de la CDB. D'ici à 2020, c'est-à-dire hier, les espèces exotiques envahissantes et les voies d'introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité. Les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration afin d'empêcher l'introduction et l'établissement de ces espèces. On n'y est pas. Hein, ils sont en train de reformuler un peu les objectifs, demander quelques avenants de durée parce qu'on n'y est pas encore, mais des choses ont évolué quand même, notamment avec l'adoption d'un règlement européen en 2014 dit relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Alors, ce règlement contient une liste ouverte, évolutive, qui est régulièrement mise à jour, qui pour l'instant, donc des listes d'espèces exotiques envahissantes dites préoccupantes pour l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a 66 espèces listées, mais d'autres vont arriver. Contient aussi des interdictions d'action, notamment d'introduction, transport, détention, commercialisation, colportage, etc. Un système de surveillance, l'identification de voies d'introduction et de mesure, et l'éradication des espèces émergentes et le contrôle des fronts de propagation pour les espèces largement répandues. Alors, quelles sont les données nécessaires au rapportage? Alors, je m'excuse par avance, ça va faire un peu listing. Donc, je vais essayer d'être le plus didactique possible, mais c'est forcément pas toujours super
super facile à aborder. Donc, les différents points, encore, je n'ai pas tout détaillé. Donc, nécessité d'avoir des informations, évidemment, concernant l'espèce, sa répartition, ses schémas de reproduction et de propagation. Les données de base, on va dire, les données de base en biologie, en écologie de l'espèce listée. Donc, à savoir la présence sur le territoire, la répartition, sa répartition et les schémas de reproduction et de propagation. Donc, les sources potentielles auxquelles on peut penser sont également au travers du système d'information nature et paysage et l'INPN, et aussi des données présentes notamment dans les conservatoires botaniques nationaux. Il y a probablement d'autres sources. Encore une fois, là, je ne peux pas tout lister parce que je ne les connais pas toutes, mais c'est pour vous donner quelques indications potentielles. On aura aussi besoin des informations concernant les permis délivrés pour cette espèce, des permis aussi pour la recherche, la conservation, la santé humaine, etc. Donc, on est plus dans le contrôle au sens police. Donc, avec comme information nécessaire la finalité sur ces permis, encore une fois, s'il s'agit de la recherche, les problématiques de conservation, etc., le nombre de permis délivrés et le nombre ou volume de spécimens autorisés concernés par les permis en question. Là, les sources potentielles sont plutôt du côté régalien, avec les DDT, les DREAL et finalement le ministère de la Transition écologique. Autre information nécessaire, celle concernant aussi les inspections, encore dans le régalien, donc c'est-à-dire les finalités des permis de détention, le nombre d'établissements soumis aux inspections, le nombre et volume de spécimens autorisés détenus, le nombre d'établissements inspectés ne respectant pas les conditions du permis et le nombre ou volume de spécimens détenus par les établissements non conformes. Donc, vous voyez, vous avez un côté où on s'intéresse au nombre de permis délivrés et de l'autre, le résultat de les éventuels manquements à la réglementation. Ceci pour avoir, il ne suffit pas de donner la réglementation, il faut aussi savoir si elle est en effet bien respectée et ça fait partie des données nécessaires au rapportage. Autre information, celle concernant là où les mesures d'éradication rapide qui auraient été prises par l'État membre. En l'occurrence, il y a obligation pour les États membres, lorsqu'une espèce listée arrive sur leur territoire, de mettre en place des mesures d'éradication rapide. Savoir que c'est le seul moment, une petite fenêtre de tir où il y a possibilité encore, si on ne prend pas l'affaire trop tard, de venir à bout de cette invasion naissante. Donc, nécessité d'avoir des données sur les dates de début, la durée de la mesure, la partie du territoire, alors à la fois administrative, mais aussi biogéographique, que ce soit en termes de bassin hydro, de sous-région marine, etc. Les méthodes utilisées, si elles sont mécaniques, chimiques, biologiques ou autres. L'efficacité, est-ce qu'on est arrivé à une éradication? Est-ce que la population a été contrôlée, si elle était stable ou si au contraire elle a augmenté? Et les éventuels dommages collatéraux avec l'atteinte sur des espèces non ciblées. Donc, les informations disponibles peuvent se trouver notamment sur le Centre de ressources des espèces exotiques envahissantes coporté par l'UICN France et l'OFB, qui recèle notamment des retours d'expérience de gestion, mais aussi par l'initiative espèces exotiques envahissantes en Outre-mer, donc comme son nom l'indique, qui concerne exclusivement les territoires d'Outre-mer portés par l'UICN. Il y a aussi des informations qui sont aussi dispersées dans les conservatoires botaniques nationaux, les CEN, au sein même de l'OFB, les PNR et j'en oublie. Il y aura aussi la nécessité d'obtenir des informations concernant là où les mesures de gestion prises pour les espèces listées. Là, on est plus sur les espèces qui sont déjà bien présentes, bien implantées, qu'on dit largement répandues. Donc, c'est les mêmes informations que j'ai listées plus haut dans le cas des éradications rapides, mais on rajoute aussi la notion d'objectif lorsqu'on met en place une mesure. Il s'agissait de tenter l'éradication, ce qui est quand même assez peu probable, s'il s'agit plutôt de contrôler ou de confiner l'espèce pour éviter qu'elle ne disperse dans d'autres territoires de l'État membre concerné. Donc, encore une fois, là, on retombe à peu près sur les mêmes potentielles sources d'informations. Après, voilà, bon, je ne vais pas donner toutes les données du rapportage, c'est assez sec, hein, c'est pas, puis en 15 minutes, ce n'est pas évident de tout lister.
Je voulais aussi noter d'autres données qui ne sont pas forcément dans le rapportage, mais qui seraient intéressantes d'obtenir. Les impacts, qu'ils soient écologiques, économiques ou sur la santé, les impacts documentés. La notion d'impact, c'est un peu le nerf de la guerre lorsqu'il s'agit de faire passer une espèce exotique à une espèce exotique envahissante. Donc, il est important d'avoir ces informations pour les différentes espèces. Les voies et les vecteurs d'introduction et de dispersion. Lorsqu'on souhaite contrôler efficacement des problématiques d'invasion, si on veut éviter forcément tout ce qui est contrôle sur les populations et les individus, c'est bien de prévenir. Et quoi de mieux que de connaître les voies d'introduction pour justement anticiper ces problèmes. Et les différents statuts réglementaires des espèces. Alors pourquoi je parle de statut réglementaire? Parce que vous le voyez, la problématique espèces exotiques envahissantes n'est pas comprise qu'uniquement dans le règlement espèces exotiques au niveau européen, mais impacte aussi d'autres réglementations que je ne vais pas vous lister ici, qui non seulement sont au sein du ministère, qui se retrouvent pilotés par le ministère de la Transition écologique, mais aussi par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, voire même de la Santé. Et je n'ai même pas évoqué, je m'en excuse auprès de mes collègues marins, il y a aussi la directive cadre stratégie du milieu marin qui concerne aussi, dont une des métriques concerne aussi les espèces non natives introduites, les ENI, je ne me souviens plus trop du vocable, mais pour lesquelles il faut aussi obtenir des informations et un rapportage. Voilà pour les différentes autres données que je pensais, mais finalement, quelles espèces? Est-ce qu'on se contente des espèces exotiques envahissantes du point de vue européen, c'est-à-dire pour l'instant les 66 espèces, sachant que ne sont pas considérées dans ce règlement évidemment les espèces natives du continent européen, mais nous avons des espèces exotiques au sein de la métropole ou en outre-mer qui sont natives du continent européen. On peut aussi, et ça, chaque État membre peut tout à fait rajouter d'autres espèces exotiques envahissantes, donc natives européennes, mais dans sa réglementation nationale, donc en l'occurrence. Aujourd'hui, nous en sommes à 77. On s'apprête à en rajouter 69, dont celles évidemment qui sont déjà classées au niveau européen. Il y a toutes les espèces exotiques listées dans les autres réglementations dont je vous ai parlé. Là, je ne connais pas tout ce qui manque encore par rapport à celles qui sont déjà incluses au niveau de la réglementation nationale relative aux espèces exotiques. Et finalement, pourquoi pas toutes les espèces exotiques, le statut I de TaxRev qui peut-être, alors j'ai cherché cette nuit, j'allais dire hier soir, mais c'était plutôt cette nuit, le nombre de taxons ayant le statut I dans TaxRev, je suis tombé sur 3004, mais Olivier me reprendra peut-être. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'on est plutôt trop sur les mêmes échelles de grandeur que celles concernant les espèces exotiques au niveau européen. Donc, vous voyez ces informations entre les 66 espèces et les quelques milliers d'espèces exotiques à obtenir, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes. Tout ça pour dire que voilà, il y a la nécessité probablement d'un système d'information métier au SIB, le SI relatif aux espèces exotiques envahissantes. Ça ne fait aucun doute. Voilà, j'en ai fini. Donc, je remercie mes collègues qui m'ont aidé à collecter ces différentes informations, qui ont revu ma présentation encore ce matin. Merci beaucoup et c'est bon pour moi. Merci. Merci Nicolas. Je vous invite à départager votre écran. Oui. De façon à ce que tout le monde puisse retrouver les participants. On est 44 actuellement. Alors, il y a eu quelques questions relativement peu là pendant l'intervention, mais j'imagine qu'il y en a plein qui vont émerger maintenant. Vous y réfléchissez. Donc, pour démarrer, question sur portail spécifique aux espèces exotiques envahissantes, sachant qu'il y a un programme type Viginature pour les citoyens sur des espèces faciles à identifier et que donc ça pourrait être intéressant peut-être d'envisager la même chose sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, oui.
Je pense qu'il y a deux aspects dans la question. Il y a l'aspect est-ce qu'il existe un portail véritablement. Et Alors, ça, la réponse, c'est oui. Alors, un portail spécifique, ça dépend de ce qu'on appelle portail. Il y a une initiative nationale qui est le Centre de ressources qui vise à mettre à disposition les données relatives à la gestion. Voilà. Sur les espèces exotiques envahissantes. Même chose pour l'initiative Outre-mer. Mais un portail dédié spécifiquement aux espèces exotiques envahissantes. Et là, je fais appel à mes collègues qui sont dans la salle, que ce soit Arnaud, Albert ou Alain Dutart, pour éventuellement compléter si je mets à côté. Mais pour moi, il n'y a pas de portail au niveau national. Par contre, il peut y avoir des portails au niveau régional, en effet, pilotés par des DREAL ou des SEN, etc. Alors, j'ai partagé le lien vers le centre de ressources espèces exotiques envahissantes que vous venez d'évoquer, donc qui concerne effectivement certains aspects. Si la question était sur… alors, je vois qu'il y a un autre portail, un autre lien qui a été partagé par Nirmala, portail européen. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne le connais pas, moi. Mais il y aura peut-être des précisions qui pourront être apportées. Oui, je peux apporter des précisions si vous Oui, voulez. Donc, je vous Arnaud en prie. Albert, bonjour à toutes et à tous, Bonjour. Arnaud Albert, chargé de mission espèces exotiques envahissantes à l'OFB. Alors effectivement, pour les données, c'est un petit peu la conclusion de Nicolas, où on a besoin, parmi le SIB, il y a un SI qui est dédié, qui devrait être dédié aux espèces exotiques envahissantes, et pour lequel, à travers laquelle on espère collecter un certain nombre, centraliser un certain nombre de données, et puis en présenter un certain nombre, des données de répartition, des données d'autorisation, de contrôle, etc. Effectivement, en ce qui concerne plutôt les données de gestion actuellement, il y a à travers le centre de ressources qui est copiloté par l'OFB et l'UICN. Concernant plutôt les données de répartition, c'est à travers le SINP. Et comme vous le savez, actuellement, il y a une stratégie de surveillance de la biodiversité terrestre qui est en cours, qui a été présentée dans une autre salle, où à travers cette stratégie, on pourra peut-être élaborer un système de surveillance dédié aux espèces exotiques, au moins sur la partie terrestre. Sur la partie aquatique, on s'appuie notamment sur la DCE, la directive cadre sur l'eau, à travers l'Exonema. Et puis pour le milieu marin, on a pu voir qu'il y a quand même tout un aspect dans la DCSMM qui est consacré aux ENI, des espèces non indigènes. Donc, ce n'est pas que les envahissantes, ce sont les espèces exotiques marines. Et effectivement, concernant ce que vient de partager Nirmala Massin, l'Union européenne, donc, il y a une réglementation européenne, elle est portée donc, par la Commission européenne, qui dispose elle-même d'un certain nombre d'outils, notamment la plateforme EASIN, EASIN, qui est diffusée ici, qui permet effectivement de diffuser un certain nombre de données. Et nous, effectivement, la France, on participe à la diffusion de certaines données, notamment les données de répartition, qui sont aussi diffusées dans le cadre de EASIN. Merci Arnaud pour ces précisions. Comme ça a été réévoqué là et que s'il y a eu une petite hésitation, j'en profite, ça a été précisé dans la discussion. ENI, tout à l'heure, ENI, non, c'est espèces non indigènes dans le cadre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Voilà, ça c'était juste une information qui circule dans le fil de discussion. Alors, Olivier Gargomini demande si l'outre-mer est concerné par tout ce travail. Ah oui, l'outre-mer est très concerné puisque les principaux impacts d'espèces exotiques envahissantes se fait surtout sentir sur les écosystèmes iliens, insulaires. Donc oui, il est en premier chef. Oui. Alors pour préciser, je ne l'ai peut-être pas dit Nicolas, mais on a parlé de la liste réglementaire au niveau européen qui est constituée actuellement de 66 espèces. Mais pour ce qu'on appelle les RUP, les régions ultrapériphériques, qui sont au nombre de 9 au total, c'est un terme européen, il y en a 6 qui concernent la France, notamment La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique et je ne sais plus, j'ai oublié un. Elles disposent de leur propre liste réglementaire. Voilà, c'était demandé par l'Union européenne. Et maintenant, voilà, elles existent. Les arrêtés ministériels sont sortis. Il y a quasiment tous les territoires qui sont couverts, à la fois par des arrêtés faune, flore. Et donc, elles ont leur propre liste réglementaire. Et pour complexifier la chose, il peut y avoir aussi des listes positives. C'est-à-dire que c'est des tout sauf. Donc, ce n'est pas forcément des listes d'espèces exotiques, mais ça peut être aussi des listes d'espèces natives. Donc, ce qui est plus efficace, puisqu'on interdit l'introduction de tout sauf, mais ce qui, en termes de pool d'espèces exotiques, reste assez important et peut-être plus difficile à renseigner. Merci Nicolas.
Alors, il y a une question qui, a priori, une question de Xavier Jappiot qui relève plutôt de la précédente intervention, ou alors il manque des éléments, mais ça concerne TaxRef version 15. Alors, je vais peut-être inviter Pascal et Claire à y répondre directement dans le fil de discussion pour ne pas perdre notre sujet. Et si j'ai mal compris, vous n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Pour une précision apportée par... Alors, il y a juste Stéphane Gerbeau, j'en profite pour le dire, qui a incité lui-même en disant que l'outre-mer est très impacté par les espèces exotiques envahissantes, allant dans le même sens que ce que nos deux intervenants viennent de dire. Et Pierre Noël nous apporte une précision, une information collective sur le portail de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Les cartes ABDSM qui ont été évoquées lors de la première intervention de toutes ou presque les espèces marines introduites en métropole sont à jour. Donc, il précise que pour avoir la source d'info, il suffit de cliquer sur la zone marine concernée pour faire apparaître la source. Et il ajoute que si vous constatez des erreurs ou des oublis, vous n'hésitez pas à le contacter à l'adresse qu'il a indiquée de façon à ce que ça puisse être corrigé. Merci Pierre-Noël. Olivier, je me permets Oui. de rebondir sur cette remarque et qui concerne aussi celle de Xavier. En fait, rapidement, dans la BDSM, donc la classe de la biodiversité marine et des secteurs marins, on peut inclure effectivement un statut d'introduction. C'est-à-dire que effectivement, au niveau national, une espèce peut être native, mais native de la zone méditerranéenne. Et dans la BDSM, on peut préciser, par exemple, qu'en Bretagne, elle est introduite. Voilà. Merci Olivier. Ah, il y a... alors là, il y a une autre remarque de Pierre Noël. Pour faire remonter des infos vers l'INPN. Alors bon, là, c'est plutôt savoir. C'était un exemple au travers du crabe bleu américain qui envahit nos côtes méditerranéennes depuis plusieurs années. Sous l'INPN, il n'y a que 10 données en tout pour cette espèce et une seule donnée en Corse pour la métropole. Concrètement, comment refaire remonter les données? Mais là, ce n'est pas une question, je pense, qui relève de... À moins que Nicolas... C'est une problématique de surveillance et qui montre qu'on doit encore s'organiser pour faire remonter efficacement et rapidement les occurrences des espèces exotiques si on veut intervenir de façon efficace. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait au clair. Alors, il y a une communauté de surveillance, on va dire, on se passe les informations, ce qui nous permet de publier les nouvelles arrivées assez rapidement. Mais c'est vrai que le lien forcément avec l'INPN n'est pas forcément fait. Enfin, il faut encore compléter les chaînes de diffusion de l'information qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement consolidées. D'accord. Donc, sur de l'information qui est recueillie, qui est d'ores et déjà recueillie à un certain niveau, mais qui ne va pas forcément jusqu'à l'INPN, ou c'est encore la question aussi du recueil des données? C'est aussi la question du recueil des données. C'est-à-dire que on a une communauté d'acteurs qui s'intéressent aux espèces exotiques envahissantes qui font remonter par la bande, clairement, l'arrivée de certaines espèces. Et nous, on les publie sur le centre de ressources, Centre national de ressources espèces exotiques. Mais on se contente de cette, entre guillemets, de cette publication, ce qui est déjà pas mal. Après, la façon dont c'est ensuite intégré au niveau de l'INPN, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore complètement. D'accord, merci. On parle ici de liste nationale, pas seulement pour la flore, existe-t-il une déclinaison régionale? Ouais. Des déclinaisons d'espèces exotiques au niveau régional. Alors, c'est assez compliqué parce que les limites administratives ne sont pas les limites naturelles et définir une espèce qui est exotique par rapport à une région administrative est un peu compliqué. Il peut y avoir des listes, mais alors ce n'est pas des listes réglementaires, ça va être des listes qui sortent dans les publications scientifiques, notamment par bassin versant typiquement.
mais ce n'est pas des listes qui servent pour la réglementation. Donc, l'exercice peut être fait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a bien des listes rouges qui utilisent la méthodologie UICN donc pour la conservation. Donc, le statut non applicable définit les espèces exotiques. Je ne sais pas sur les listes rouges régionales s'il y a le statut ENA qui pourrait permettre d'identifier les espèces exotiques à cette région. Mais ce n'est pas un exercice qui est fait régulièrement, quoi. C'est trop complexe, à mon avis. Alors, si je peux me permettre de compléter peut-être. Ouais, bien Oui, sûr. alors, effectivement, il est important, Arnaud Albert, il est important de bien distinguer le statut scientifique et le statut réglementaire. Donc, effectivement, au niveau national, après je parlerai du régional, c'est la question, au niveau national, effectivement, pour le statut scientifique, on va plutôt s'appuyer sur TaxRef, effectivement, avec les statuts I et J. Statut I qui permet d'identifier les espèces exotiques établies, donc qu'on appelle également naturalisées, qui se maintiennent durablement sur le territoire. Et puis le statut J qui, parmi toutes celles-ci, vont distinguer effectivement celles qui sont exotiques envahissantes plutôt sur la base d'une publication. Et par exemple, pour parler de la flore, qui est mon domaine de prédilection, actuellement, statut I et J confondus, on a 1381 plantes exotiques qui sont naturalisées et parmi celles-ci, il n'y en a que 52 qui sont considérées comme envahissantes. Et le statut réglementaire, on voit qu'actuellement, parmi les 66 espèces réglementées au niveau national, il y en a 36 qui sont végétales. Donc, il faut bien prendre en considération cet aspect-là. Et concernant les régions, effectivement, pour la flore, les CBN, les conservateurs botaniques nationaux, établissent des listes scientifiques. Elles n'ont pas de valeur réglementaire, mais elles permettent quand même d'orienter l'action, puisqu'elles sont mandatées par les DREAL et validées par les CSRPN, qui permet déjà d'une part d'inventorier sur leur territoire, donc c'est souvent les régions par région administrative, l'ensemble des espèces végétales exotiques naturalisées. En général, on a entre 600 et 900 espèces exotiques végétales naturalisées sur une région administrative. Et parmi toutes celles-ci, à travers certaines méthodes d'analyse de risque qui sont reconnues, comme c'est évoqué dans les chats, que ce soit par la méthode Weber-Gut, la cotation Laverne ou la méthode EPPO, on permet de discriminer un certain nombre d'espèces qui sont exotiques, pour être reconnues sur cette base-là scientifiquement comme envahissantes. Et ça se fait aussi au niveau animal. Il y en a eu quelques-unes par les ex-ONCFS. Et là, actuellement, il y a une dynamique où il y a de plus en plus de coordinations régionales qui se mettent en place. Et à la demande des DREAL, ils vont essayer d'élaborer des listes scientifiques RG d'espèces exotiques envahissantes, animales et végétales confondues. Mais du coup, je vais poser la question à Arnaud parce que c'est intéressant. On a des évaluations d'espèces natives au niveau métropolitain, mais qui seraient susceptibles d'être exotiques au niveau régional? Non, ça concerne uniquement les espèces exotiques au niveau métropolitain, rassure-moi. Oui, comme je disais, pour les listes régionales, Ouais, vraiment, ouais, ouais. la base même, avant de commencer la liste, c'est de faire un inventaire. Et là, ils font vraiment l'inventaire de toutes les espèces, comme je disais, qui sont exotiques sur leur territoire. Donc, effectivement, sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine, une espèce exotique est peut-être indigène en Nord-Pas-de-Calais. Donc, chaque liste régionale s'appuie sur un catalogue régional des espèces exotiques naturalisées, Ouais. qui varie donc d'un territoire à l'autre. C'est pour ça que je disais qu'il y a en moyenne entre 600 et 900 espèces exotiques végétales naturalisées par région administrative. Alors, est-ce qu'il faut des statuts régionaux actuellement, pour répondre à la question, si je peux me permettre, effectivement, la liste réglementaire, on peut considérer qu'elle n'est peut-être pas assez exhaustive. Et donc, d'avoir d'autres listes plus scientifiques, ça permet de mieux orienter les actions, de ne pas se contenter uniquement d'avoir des actions sur les espèces réglementées, même si ce sont celles, on doit privilégier l'action puisqu'il y a des obligations et des attentes nationales, mais aussi européennes. Et donc, les statuts, ils peuvent varier. Alors, c'est un petit peu le problème actuellement de TaxRef qui, et comme le disait Nicolas, on peut avoir un statut national qui peut être très variable en fonction des régions. Et normalement, on considère qu'une espèce qui est indigène quelque part en France, elle est indigène pour tout le reste du territoire. Et c'est pour ça que les statuts sont au niveau de l'espèce, mais parfois doivent être au niveau des populations. On peut avoir des populations exotiques, donc introduites par l'homme, et des populations plus indigènes au sein même d'une espèce. Donc ça, c'est très délicat. Oui, je suis d'accord avec cette intervention. Effectivement, c'est l'indigénat qui prime. Une espèce, si elle est native quelque part en France, même si elle est introduite quelque part d'autre en métropole, elle va être considérée comme indigène. Comme je le disais à propos de la remarque de Xavier,
On décline ça maintenant au niveau de la BDSM. Alors, c'est un petit peu pas très bien organisé au niveau du système d'information. Il faudrait qu'on homogénéise ça avec les statuts TaxREF, bien entendu. Et on ne le fait pas encore, on le fait au niveau départemental et on ne le fait pas au niveau régional. Par contre, effectivement, il est quand même assez difficile de savoir si c'est dû à une introduction humaine ou à des déplacements de population plus ou moins naturels. Et ça, pour le coup, nous, on suit les publications. On n'a pas d'expertise sur chacune des espèces, quoi. Mais effectivement, je veux dire, avec les réchauffements, enfin les changements globaux, on a plus de chances, je dirais, d'avoir une introduction d'une espèce méditerranéenne dans le nord de la France que d'une espèce néo-calédonienne. Ok. Merci Olivier pour cette précision. Alors, il y a une question qui part d'un exemple précis, celui de l'Ambroisie. Pardon. Pourquoi l'État a 3 plateformes pour faire remonter les données? Donc, évoquer l'INP, il doit y avoir le site santé, site agriculture, et qui serait non interconnecté. Vous nous avez parlé pourtant de l'intérêt de concentrer les données pour avoir des indicateurs pertinents. Alors, je ne sais pas si vous avez des précisions sur le cas de l'Ambroisie. Je vais laisser Arnaud répondre parce que c'est une plante, mais excellente question. Mais vous savez, dès que ça touche la santé humaine, 3 précautions valent mieux qu'une. Arnaud, je te laisse. Oui, merci. Bah, effectivement, comme Nicolas l'a présenté dans son diaporama, le sujet espèces exotiques envahissantes, le terme en tant que tel, c'est un terme issu du domaine de l'environnement, mais ça n'empêche pas qu'il soit présent dans d'autres réglementations, dans d'autres structures, et donc notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, qui chacun a leur propre réglementation, leur propre structure sur laquelle s'appuyer, leurs propres outils. Effectivement, ça marche un peu par silos qui sont parallèles et qui manquent un peu de complémentarité. Avec les ambroisies, on essaie de bien leur faire comprendre, on essaie de s'appuyer sur la loi, comme quoi théoriquement les données des espèces sauvages, c'est plutôt le ministère de l'Environnement. Bon, après, ça dépend si on met la prévalence sur l'impact sanitaire ou sur ce côté, c'est de la biodiversité. Effectivement, c'est clair qu'il y a besoin actuellement de plus de complémentarité, d'interministériel. Et effectivement, il va falloir faire attention que l'UICNP a cherché les données au sein des producteurs du monde naturaliste, mais aussi parfois de données issues de d'autres structures. En tout cas, c'est la raison d'être d'un SI3E, c'est aussi de glaner les informations et de rassembler les informations qui sont collectées par les différents ministères. Enfin, bon, s'il peut y avoir une seule porte d'entrée, une seule voie d'entrée et de sortie sur la thématique, ce serait quand même souhaitable. Oui, en tout cas, à minima, qu'elles soient effectivement interconnectées s'il n'y a pas la possibilité de les regrouper. Je me permets, excusez-moi, Oui. de nouveau, je me permets d'intervenir pour signaler que donc, dans le cadre de la présentation précédente, la BDC trait, on gère des interactions interespèces. Dire que telle espèce est prédatrice de telle autre, telle espèce parasite de telle autre, y compris des agents pathogènes de zoonoses, et y compris pour la santé humaine. Et c'est aussi via ce biais qu'on essaye de créer des interactions entre la biodiversité, la santé humaine et l'agriculture. Merci. Merci Olivier. Alors, on va terminer cette deuxième partie. Il reste 2 minutes avant la phase de transition pour que ceux qui le souhaitent puissent aller voir éventuellement une autre salle et les autres rester dans celle-ci. Pierre-Noël qui pose la question, on revient un tout petit peu en arrière sur la question encore des aspects espèces nationales régionales. Parmi les statuts des espèces, serait-il possible de créer un nouveau statut espèce introduite sur une partie seulement du territoire ou méritoire, enfin donc aussi bien en mer que sur terre. Donc, par exemple, laiterie est native en Bretagne et introduite en Méditerranée. Est-ce que oui, enfin c'est les translocations, c'est des espèces, enfin en mauvais français, translocatées ou transloquées, ou je sais pas comment on dit mieux que ça. Ce statut-là, enfin
Ouais, il est connu au niveau scientifique. Maintenant, en faire une liste précise. Alors, moi, je sais que par exemple, pour la partie que je connais sur les poissons, c'est bien renseigné. Enfin, aussi bien que ça puisse l'être. Sur les écrevisses aussi, mais ça, Pierre-Noël le sait mieux que moi. Voilà, après, le faire pour toutes les espèces, j'ai l'impression que sur les végétaux, c'est aussi assez bien documenté. Mais après, en faire une liste précise et qu'est-ce qu'on en fait après derrière? Si pour construire les stratégies régionales, ça peut avoir aussi son intérêt. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose qui est pas, je pense, l'information n'est pas disponible pour aussi bien pour tous les taxons, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on arrive au terme de cette deuxième partie de la salle 3. Merci beaucoup à Nicolas Paulet pour son intervention. Merci également à la participation aux réponses de Arnaud Albert et Olivier Gragomini qui sont intervenus. Merci à tous les participants et vous êtes invités à rester ou à aller voir dans une autre salle si vous avez une intervention. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Merci de me permettre de vous présenter ce projet concernant la diversité des sols. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche? Voilà. Voilà. Parfait, je le vois. C'est bon? C'est parfait. Ok, donc c'est un travail que je présente, qui est en fait coordonné par une jeune ingénieure de recherche, Camille Imbert, mais qui est en ce moment partie sur le terrain, justement, dans le cadre de ce projet. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi elle n'est pas présente aujourd'hui. Et Antonio Obispo, qui est le directeur d'unité Infosol. Alors, l'idée, c'est de se focaliser sur la biodiversité des sols, qui est... alors, je ne vois pas le haut de mon écran, mais ce n'est pas grave, qui est très diversifié, qui joue des rôles très importants, mais qui est assez peu connu finalement et déjà largement menacé. Là, je vous ai remis sur ce transparent quelques éléments de synthèse pour remettre cette question de la biodiversité des sols un peu au cœur du débat. Donc, on estime que le sol héberge 25% des 1,8 million d'espèces connues et qui assure de très nombreuses fonctions indispensables pour nos activités. Donc, ici, vous avez quelques exemples que j'ai empruntés à une infographie de la FAO, un rôle sur la structure du sol, les processus, le cycle de l'eau, les échanges gazeux et en lien avec le changement climatique, tout ce qui tourne autour du carbone, etc. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez tout ça à l'écran. On estime qu'aujourd'hui, 95% des espèces du sol resteraient à découvrir, donc c'est un compartiment qui est largement peu connu et qui est déjà menacé du fait des menaces qui s'exercent sur les sols. La Commission européenne, dans une communication en 2002, il les avait listés. Je vous ai remis les principales: artificialisation, érosion, perte de matière organique, tout ce qui est contamination, tassement, qui donc dégrade les sols et donc ont un impact direct sur cette biodiversité. Et à droite, c'était un petit diagramme repris de collègues de Kans et Tal et qui avait été synthétisé par l'ADEME pour montrer en fait en bleu ce qui est connu dans ces organismes vivants et en vert ce qui est encore inconnu. Et plus on descend dans les espèces, vers les espèces de petite taille, plus le gap de connaissances est important. Alors, suivre la biodiversité des sols, alors c'est pas quelque chose de finalement nouveau. Il y a eu un certain nombre de programmes de recherche qui ont été lancés depuis le début des années 2000 en France. Je vous en cite quelques-uns là, donc des programmes comme le programme Bioindicateur de la qualité des sols, piloté par l'ADEME, des programmes qui ont été aussi basés sur les raisons de mesure de la qualité des sols, un projet en Bretagne, un peu à titre pilote,
Ce que l'on fait, ce qui a permis de travailler aussi sur et de publier récemment un atlas sur les bactéries du sol qui a été mené sur la première campagne du RMQS à partir de travaux sur le séquençage des micro-organismes du sol. Voilà, plusieurs programmes de recherche. Et puis, il y a des programmes participatifs aussi, comme j'en cite deux là, l'Observatoire participatif des vers de terre, qui est piloté par l'Université de Rennes. Un projet en cours, la Bouchée 2022, qui consiste à rééchantillonner plus de 50 ans après tous les sites qui avaient été visités par Marcel Boucher et qui avaient permis de faire un atlas sur la biodiversité des vers de terre il y a pas mal d'années, qui est en cours. Mais malgré ça, il n'existe pas à l'heure actuelle de suivi global de toute la diversité des sols au niveau du territoire français. Et donc, c'est pour pallier ce gap qu'on a été sollicité par l'OFB pour réfléchir à cette question-là. Donc, l'idée, ça serait de se baser sur le réseau de mesure de la qualité des sols, qui est un réseau qui existe déjà depuis le début des années 2000, donc une vingtaine d'années maintenant, et qui permet d'avoir un tableau de bord de la qualité des sols, de cartographier un certain nombre de propriétés, de suivre à long terme l'évolution des sols, de constituer une banque d'échantillons. Et là, vous avez un aperçu des 2240 sites du réseau en métropole et en outre-mer qui s'intéressent à la plupart des occupations des sols et sur lesquels on réalise donc des échantillonnages selon un petit dispositif que je vous présente brièvement, mais on a une petite surface d'échantillonnage que l'on échantillonne comme ça à chaque campagne, tous les 15 ans. Et ça, on réalise ceci à différentes profondeurs de sol, grâce à des échantillons, en faisant des échantillons composites qui nous permettent d'avoir des échantillons moyens représentatifs de notre parcelle. On a, grâce au recul du RMQS, tout un manuel de procédures d'échantillonnage qui sont mises en œuvre par plusieurs équipes d'échantillonnage tous les ans. Donc, et avec ce réseau, on a développé tout un tas de paramètres de sol que l'on suit, qui sont des propriétés de sol classiques comme la granulométrie, le carbone, le pH. On s'intéresse aux propriétés hydriques des sols. On s'intéresse à tout ce qui est contaminant avec un volet important, notamment pour tout ce qui est éléments traces, micropolluants organiques. Évidemment, on s'intéresse au carbone. Hein, les sols sont-ils un puits ou une source de carbone, et donc c'est quelque chose que l'on suit et pour lequel des résultats sont attendus. Et puis, on s'est intéressé depuis quelques années à la biodiversité, mais sous l'angle que j'ai présenté tout à l'heure, de la biodiversité microbienne, et donc simplement de ce volet qui est fondamental, mais qui ne représente qu'une partie de la biodiversité. Enfin, un dernier point important, c'est que ce programme collecte aussi tout un tas de données sur les enquêtes, sur l'historique des parcelles, les pratiques agricoles qui sont menées et qui permet de faire le lien, et ça c'est très attendu, entre évolution de propriété et puis pratiques, qu'elles soient agricoles ou sylvicoles. Alors la question de l'OFB, c'était la suivante. Donc l'OFB nous a demandé en lien avec le projet de surveillance de la biodiversité terrestre, qui est mené par nos collègues de Patrinat et qui a été présenté tout à l'heure dans une autre session par Antoine Lévesque, de réfléchir à cette question de la biodiversité des sols et de savoir est-ce que c'est un compartiment qui pourrait être suivi sur le long terme. Donc l'idée, on est parti donc de cette demande et on a commencé par constituer et coordonner un groupe d'experts sur la biodiversité des sols, donc tous les spécialistes français qui travaillent sur ces compartiments. Ça nous a permis de réfléchir à une stratégie de suivi que l'on pourrait mettre en œuvre en repartant de toute la connaissance qui a été acquise jusqu'à présent grâce au projet dont je vous ai parlé en début d'exposé. Et puis là, on est en train donc de tester la faisabilité et puis d'évaluer le coût d'un tel réseau au cours des années 2020-2021. Donc là, sur la photo, vous avez Camille Imbert qui est
parti sur le terrain là, pour justement mettre en place un site dans le sud de la France. Et donc, l'idée, ce serait qu'avec ce projet, on puisse avoir des références nationales sur l'état de la biodiversité dans les sols et de pouvoir évaluer, réaliser un suivi et évaluer des tendances sur le long terme. Donc, on est parti brièvement sur 5 protocoles en test là, pour ce que nous avons l'intention de mesurer là, sur notre trentaine de sites. À partir, en fait, l'idée, c'est de repartir des échantillons composites qui sont déjà échantillonnés sur les sites RMQS pour poursuivre sur la microbiologie, approfondir sur les champignons, travailler sur les nématodes, banques de graines, des activités enzymatiques et tester les avancées des mesures d'ADN environnemental. Et puis après, de rajouter des mesures supplémentaires pour caractériser cette biodiversité, donc macrofaune endogée, macrofaune mésofaune de surface, mésofaune endogée, mais cette fois sur la base de prélèvements spécifiques, donc prélèvements de ces organismes à partir d'échantillons de sol. Alors, on a adapté en fait le dispositif central ici, qui est le dispositif RMQS classique, où on a rajouté un certain nombre de surfaces d'échantillonnage pour pouvoir faire ces mesures de biodiversité. L'idée, ce n'est pas de perturber nos suivis de long terme de sol par des prélèvements qui soient destructifs. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aux alentours des sites. Donc là, on teste ça sur 30 sites en métropole, en travaillant, en les ayant choisis par rapport à leur diversité pédologique, diversité d'habitat, diversité d'accès, pour pouvoir évaluer l'ensemble de la chaîne, donc qui va finalement de l'échantillonnage des sols par nos équipes de terrain. Ensuite, on prélève ces échantillons, ils sont envoyés au laboratoire de notre groupe d'experts par transporteur. Et puis, tous ces experts vont ensuite travailler sur leur compartiment, faire des analyses en labo, et puis analyser ces résultats par la suite. Alors, il reste donc on a identifié plusieurs enjeux autour des données de ce que pourrait être ce RMQS biodiversité s'il s'avère pertinent et envisageable de le mener sur l'ensemble du RMQS. On réfléchit donc au fur et à mesure qu'on travaille sur ces données à la précision des données que ce réseau va pouvoir produire. À la fois, donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à des données par échantillon individuel, par réplica, par site. On va travailler au niveau des individus, donc travailler sur l'abondance des espèces, réfléchir à la production d'indices de biodiversité qui vont pouvoir être pertinents à suivre dans le temps. Donc ça, c'est une première question. Une deuxième va être de savoir comment pouvoir diffuser ces données, parce que l'idée ensuite, c'est qu'évidemment, ces données soient publiques, puisqu'elles sont acquises sur fonds publics, tout en laissant le temps au laboratoire partenaire de les valoriser de manière académique. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons aussi envisager. Et puis, en lien avec le système d'information sur la biodiversité, une question fondamentale qui est d'assurer l'interopérabilité entre les différentes bases de données, systèmes d'information. Donc là, sur ce schéma, vous avez ici donc d'un côté les bases de données des experts en biodiversité. J'ai cité quelques exemples ici comme Génosol ou Elisol ou un tas de collègues qui travaillent et qui ont déjà en fait dans leur laboratoire constitué des bases de données pour acquérir ce type d'informations. Nous, de notre côté, nous avons un système d'information sol avec une base de données qui nous permet de gérer sur le long terme toutes nos données sol. Et puis, tout ça va devoir ensuite transiter et remonter, par exemple, via le SINP, parce que ce sont des données de biodiversité, donc il serait fort utile qu'elles soient mises à disposition des communautés de scientifiques et autres qui travaillent sur ces questions-là. Mais voilà, il y a toute cette articulation qu'il va falloir mener et
Nous pensons que dans ce cadre-là, l'appui du SIB pourrait nous permettre d'avancer de manière efficace sur ces questions. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel du projet. Ici, je vous ai mis nos contacts. Donc, Camille Imbert, qui est la coordinatrice de ce projet RMQS Biodiversité, moi qui suis chef de projet pour le réseau de mesure de la qualité des sols en général. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions, je laisse la parole. Merci beaucoup, merci Claudie Jolivet, merci pour votre intervention. Il y a effectivement quelques questions, et puis parfait pour le temps, c'est pareil, je ne suis pas intervenu non plus, je dis que tout était tout roulé. Donc quelques questions étaient posées. D'abord une question très, on va dire, technique. Quelle est la taille du maillage que vous avez présenté? Donc chaque maille accueille un site d'échantillonnage, point d'interrogation. Alors, le maillage RMQS, ce sont des cellules de 16 km par 16 km qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc, il y en a, je l'ai dit, à peu près 2200 sur l'ensemble du territoire. Et au sein de chaque maille de 16 km par 16 km, il y a un site qu'on essaye de positionner au centre de la maille. Voilà. Donc, derrière ça, il y a des questions de représentativité. Et donc, le RMQS n'est pas du tout chaque site n'est pas du tout représentatif de la cellule de 16 km par 16 km. Mais par contre, d'une manière générale, nos 2200 points, on s'en est assuré, sont représentatifs à la fois de la diversité des sols en France, de la diversité des occupations des sols en France, de la diversité des pratiques. Voilà. S'appuyant sur le travail qui est réalisé déjà depuis, c'est depuis 20 ans sur ces différents sites. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, y a-t-il une description de la flore du site échantillonné? Demande Bernard Chevassiot-Louis. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien se positionner aussi. Donc là, quand on a travaillé donc sur ce projet de RMQS Biodiversité, on est parti sur un suivi donc, de la faune du sol, de la fonge, de la flore. Donc là, je vous ai présenté finalement le volet faune du sol. Et les deux autres volets, fonge et flore, sont pour le moment moins avancés en termes de réflexion. Sur la flore, on avait commencé par questionner nos collègues des conservatoires botaniques nationaux pour savoir si ça serait intéressant qu'ils intègrent ce RMQS dans les suivis qui mènent à l'échelle de la France dans les différentes régions. Et ça c'est pour le moment, la question n'est pas encore tranchée. Nous, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait sur ces sites parce qu'ils seraient représentatifs finalement d'une flore ordinaire que l'on trouve sur le territoire. Et puis sur le volet fonge, c'est pareil, on en est encore à des stades de réflexion. Alors, pas sur le volet fonge concernant la caractérisation moléculaire, parce que ça c'est déjà fait en fait, c'est déjà en cours de réalisation par nos collègues qui ont fait ces mesures d'ADN et séquençage ensuite. Donc là, il y a un travail en cours qui j'espère, devrait aboutir à un atlas de la fonge moléculaire des sols de France. Mais on réfléchit aussi à voir si on pourrait, comme un peu ça a été fait sur le réseau de suivi forestier Renécofor, de faire aussi des inventaires taxonomiques de manière traditionnelle, parce que ça apporte d'autres informations intéressantes par des observations de carpophores. Très bien. Voilà, donc deux points qui sont encore dans des phases de réflexion, alors que la phase faune est déjà en test. Merci Claudie, je vais laisser la parole à Nolwenn. Oui, non, je veux juste compléter parce qu'on suit ce programme. Je suis Nolwenn Bougon, je suis à Nolwenn. l'OFB, à la DRAS. Bonjour Claudie. On suit le programme effectivement avec Antoine, tous les deux pour l'OFB. Et effectivement, à la flore et la fonge, en fait, les experts sont impliqués dans le projet depuis le début. Même si pour le moment, il n'y a pas eu de protocole et de développement, ils ont été impliqués dès le départ dans le projet pour être sûr que tout ça soit bien coordonné.
mais on est à des stades d'avancement en termes de maturation et de développement au niveau des protocoles différents. Voilà. Merci pour ce complément. Il y a déjà eu des éléments de réponse au travers de Molecular, mais il y avait une question complémentaire de Bernard qui était: est-il envisagé d'étudier l'ADN environnemental? Il y a déjà eu des éléments, mais il y a peut-être Oui, d'autres choses que vous voulez ajouter? c'est en test aussi. Là par contre, on est on l'a inclus dans la phase de test là, sur la trentaine de sites. L'ADN environnemental, donc c'est un projet qui est soutenu par l'ADEME d'ailleurs, et puis c'est nos collègues du LECA là, à Grenoble qui vont réaliser ces tests. Donc on a déjà commencé à leur envoyer des échantillons de sol pour qu'ils puissent tester les méthodes, voir si c'est généralisable, utilisable en routine, etc. Merci. Alors, le réseau de mesure de la qualité des sols peut-il qualifier les sols en périphérie des zones urbaines et menacées d'artificialisation? Donc, en périphérie des zones urbaines et menacées d'artificialisation, est-ce qu'il y aurait une typologie de ces sols? Alors, ce que l'on constate avec le RMQS, c'est que à chaque année, on a un certain nombre de sites qui disparaissent, hein, justement du fait de l'urbanisation. Donc, c'est un processus que l'on peut suivre, mais on est quand même sur un maillage assez lâche, avec un point tous les 16 km, ce qui veut dire qu'on ne va pas nécessairement aller, on n'aura pas nécessairement des sites qui vont être positionnés dans les zones urbaines et périurbaines. Ce qui peut être envisagé, et c'est ce qu'on fait déjà avec d'autres collègues, on a des collègues qui travaillent plus spécifiquement sur ces sols urbains et périurbains, ce serait de mettre en place, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, un autre réseau qui permettrait justement d'avoir un suivi plus fin qu'un maillage de 16 km, hein, sur toutes ces zones qui sont menacées par l'artificialisation. Ouais. Donc, c'est des choses complémentaires là qu'il faut aller chercher, qui existent déjà d'ailleurs en plus. Après, c'est plus des questions d'articulation entre les réseaux en fait, et les protocoles de suivi. Merci. Alors, ça, c'est Maïlis Allison qui a déjà posé une question. Je ne l'avais pas citée, je ne dis pas de bêtises, oui. C'était la question tout à l'heure sur la taille du maillage, qui demande, pardon, je suis perdu, suite au test grandeur nature en 2020-2021 sur 30 sites, quelles sont les étapes suivantes? Ça, c'est une question où effectivement j'avais sous le coude, c'était de savoir s'il y avait des échéances qui étaient d'ores et déjà programmées. Oui, vous avez évoqué que c'était en devenir, que tout ça est en cours de test, d'élaboration. Alors, on était prévu au départ que l'on termine le test à la fin de cette année-là. Bon, suite au Covid, on a dû décaler de 6 mois le projet, puisqu'il y a un certain nombre au printemps dernier, tout s'était arrêté, donc on ne faisait plus de terrain ni rien. Donc là, le calendrier actuel, c'est qu'en juin 2022, par là, mai-juin 2022, on rende un rapport à l'issue de cette phase de test à l'OFB, dans lequel on aura évalué toute la faisabilité du projet, pour tout ce qui concerne la logistique, sa mise en œuvre, son intérêt, et puis évidemment son chiffrage en termes de financier, hein, pour savoir si est-ce que c'est possible de mettre en œuvre après sur le long terme de la surveillance de biodiversité à l'échelle du territoire national. Voilà. Et à ce moment-là, donc il y aura des discussions avec l'OFB pour voir si voilà, ce sera possible de le déployer si les résultats du test s'avèrent convaincants. Voilà, je ne sais pas si Nolwenn, tu veux rajouter quelque chose, mais alors là, ça relève plus d'Antoine parce que c'est sa casquette. Après, je pense qu'il y aura aussi d'autres éléments vis-à-vis des stratégies sol qui sont en train de se monter au niveau européen et de la coordination avec
avec à la fois le plan biodiv et ces stratégies européennes qui sont en train de se monter, ou la stratégie les différentes stratégies européennes qui regroupent la question des sols. Je pense qu'il y aura une réflexion un peu globale, et puis quel coût par rapport à ce qu'on peut faire sur les sols par rapport aux autres. Je pense qu'il y aura des balances à trouver. Oui, complètement. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire. Moi, j'aimerais bien, et je pense que Claudie aussi, mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Ce n'est pas nous qui avons la main mise derrière sur les aspects budgétaires. Merci. Ça s'inscrit aussi, mais j'ai dû le dire tout à l'heure, dans le programme là, de surveillance de la biodiversité terrestre que Antoine justement coordonne et qui est un peu dans le même calendrier en fait. Donc tout ça j'imagine, va prendre corps et se décider 2022-2023, quoi. Merci. Alors, on a une question assez précise. En sortie du programme Bioindicateur 2, il y avait eu des indicateurs validés pour démultiplication et suivi à long terme. Évaluation, faisabilité et économie. Pourquoi tout remettre à plat et repartir sur de la validation d'indicateurs, les mêmes en partie, plus d'autres? Alors, on remet pas tout, enfin, on s'inspire effectivement de tout ce qui a été acquis grâce à ce programme bioindicateur. Donc, on n'a pas non plus réinventé la poudre. Simplement, on teste d'autres choses parce que depuis la fin du programme bioindicateur, il y a eu d'énormes avancées par rapport aux méthodes d'analyse, aux capacités d'analyse, notamment tout ce qui est moléculaire est maintenant devenu possible. Donc, toutes ces évolutions, et puis aussi même au sein pour ce qui concerne les indicateurs de terrain, comme le suivi des vers de terre, par exemple, nos collègues qui avaient participé au programme bioindicateur ont continué à travailler sur ces indicateurs-là, donc depuis maintenant presque 10 ans de plus. Et donc, ils ont 10 ans de plus de recul sur les protocoles à mettre en place et sur ce qui conviendrait d'être mis en œuvre pour une meilleure efficacité, quoi. Voilà. Du coup, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on capitalise sur ce qui a déjà été fait, on intègre toutes les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui en cours de développement ou déjà développées. Et je pense qu'on le fera, c'est quelque chose qu'on fera de toute façon. On le fait même sur le RMQS classique qu'on a démarré depuis 20 ans. Il y a des analyses que l'on lance aujourd'hui qu'on ne sait pas possible d'être lancées il y a 20 ans. Et voilà, donc on s'adapte à l'évolution des techniques, quoi, des approches. Merci. Alors, on arrive au terme des questions posées dans la discussion. Cela dit, il nous reste quelques minutes avant la dernière phase du carrefour thématique, qui sera une phase de, on va dire, bilan, mais je ne vous cache pas que ce n'est pas facile d'animer, puis en même temps de prendre une note et puis d'envisager une synthèse, mais on va la faire ensemble avec ceux qui sont là depuis le début. Donc, est-ce qu'il y a des questions hautes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir sur ce sujet avant qu'on passe à la dernière phase, ce sujet de la biodiversité des sols, sachant que là, on était par rapport aux deux précédentes interventions, sur vraiment un travail en cours pour réussir à initier, sur la base d'un programme déjà existant depuis une vingtaine d'années, d'ajouter cette composante biodiversité et qui permet de l'inscrire pleinement dans le système d'information sur la biodiversité. Est-ce que certains voudraient rajouter quelque chose? Et même l'intervenant principal, bien sûr, parmi les participants. N'hésitez pas à lever la main. Ah, une main levée. Bernard Chevassiot-Louis. Oui, si on a le temps, oui. Mais bien sûr. Je voudrais effectivement demander à Claudie Jolivet si on peut imaginer, en supposant que ces indicateurs soient collectés, aller vers une logique similaire à celle des masses d'eau et du classement en 5 classes allant de mauvais état écologique à très bon état écologique, et à partir de là avoir une politique de qualité des sols qui s'inspirerait beaucoup de la directive cadre sur l'eau, ou est-ce qu'il y a des raisons d'ores et déjà de penser que même si on avait les paramètres, on ne peut pas prendre le même chemin?
Alors, ça, c'est quelque chose que nos collègues microbiologistes qui ont de l'avance un peu sur le suivi des paramètres de biodiversité ont osé tenter, en fait. Et donc, maintenant, avec le recul qu'ils ont, au début, ils n'osaient pas trop faire ça, mais maintenant, ils ont créé des indicateurs, en fait, basés donc sur le référentiel RMQS, sur lequel ils ont obtenu voilà, plus de 2000 références sur la microbiologie des sols. Et à partir de ça et de paramètres de sol, ils arrivent en fait plutôt à évaluer un optimal, ce que serait un optimal de biodiversité microbienne dans les sols en fonction des paramètres de sol inhérentes, neurocarbone, argile, des choses comme ça. Et ensuite, ils essayent d'évaluer et ils ont donc classé plutôt avec un curseur, donc allant de rouge à vert, la situation d'une parcelle donnée par rapport à cet optimum qui pense être possible. Donc, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont réussi à faire sur la microbiologie des sols, je pense qu'on doit pouvoir arriver à le mener sur l'ensemble de la biodiversité du sol, tout en ayant après derrière évidemment les garde-fous de se dire bon bah les sols c'est des milieux qui sont très hétérogènes et que les pratiques qui sont appliquées sur ces sols sont très très variables, donc c'est toujours délicat de faire ce type d'interprétation, mais quand on aura suffisamment de données, de recul, je pense, et c'est ce à quoi sont arrivés nos collègues microbiologistes, j'imagine qu'on pourra aller vers ce type d'information. Merci. Olivier, si tu parles, on ne t'entend pas. Effectivement, c'est mieux avec le micro. Pardon, vous m'entendez pas. Non, je vous disais juste qu'il restait 2 minutes. Donc, soit on passe à la dernière phase, soit il y a une dernière question que quelqu'un souhaite poser dans le cadre de cette intervention sur la biodiversité du sol et le réseau de mesure de la qualité des sols. Pas de remords? Très bien, alors on va passer. Merci beaucoup, Julie. Merci à Anne-Hélène Bougon également pour ses interventions pendant les réponses. Donc, je vous invite à rester là pour les quelques minutes avant de rejoindre la plénière. Alors, l'objectif, c'était de faire une espèce de bilan assez spontané. Alors, je ne vous cache pas que là, on a basculé, donc pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, donc on a parlé des espèces et de leur statut réglementaire à travers TaxRef et les bases de connaissances sur les statuts. Donc là, on est sur des outils, un référentiel TaxRef qui existe depuis déjà presque 20 ans et donc qui à la fois fait ses preuves et est en évolution avec cette base de connaissances statut qui est un des gros volets de la programmation des équipes concernées à l'UMS Patrinat pour 2021, puisque, comme ça a été évoqué, il s'agit de la mise en place d'un service permettant une sélection multicritère associée à l'ensemble des données de connaissances sur les espèces, donc assez ambitieux et qui permettrait de croiser les informations, ce qui n'est que partiellement ou pas du tout possible à l'heure actuelle. On a eu également, là c'était Pascal Dupont et Claire Régnier qui nous ont quittés, je crois, depuis. Je ne crois pas qu'ils soient dans les participants encore. Nicolas Poulet, je ne sais pas s'il est encore là, nous a parlé des espèces exotiques envahissantes et de tous les enjeux, des enjeux extrêmement nombreux qu'il y a sur ces espèces en termes de partage des données et de recueil des informations. Et j'ai noté beaucoup des interrogations quand même sur la problématique à la fois de la définition de ces espèces exotiques envahissantes en fonction de la localisation géographique et donc de la problématique du national vs le territorial et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir des informations qui sont les plus fines possibles sur ce volet espèces exotiques envahissantes.
dont ça a soulevé, je pense, un certain nombre de problématiques. Je vous laisserai rebondir là-dessus sur la capacité à fédérer les informations et à développer aussi de nouvelles manières de recueillir des données qui sont plus fines. Et enfin, sur ce troisième volet concernant la surveillance de la biodiversité du sol dans le cadre du réseau de mesure de la qualité des sols, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière un programme qui existe depuis une vingtaine d'années, qui était avant tout centré sur les caractéristiques physico-chimiques des sols, s'ouvre avec de nouveaux dispositifs et de nouveaux éléments, de nouveaux protocoles qui visent justement à mieux documenter ce qui concerne la biodiversité des sols, qui sont étroitement liés avec tous les paramètres qui s'est enregistrés jusqu'à maintenant, et qui donc nécessite, comme ça a été bien évoqué pendant un temps, de nombreux tests et encore un peu de temps avant que tout soit calé opérationnel. Est-ce que ça, alors c'était semblant de synthèse là, sur les trois ateliers, est-ce que ça vous interpelle de manière transversale? Est-ce que vous vouliez revenir sur un aspect en particulier? Je ne reviendrai pas sur la question qui a été mise de côté parce que je crois qu'à la fois celui qui l'a posée et nos deux intervenants sont partis. C'était une question sur TaxRef. Mais je vous laisse me proposer d'intervenir pour compléter ou réagir sur ce que j'ai dit, ce que les intervenants ont dit cet après-midi. Non, tout le monde est satisfait de ce qu'il a suivi. Pas de... Sur peut-être la question de la compréhension par rapport au système d'information sur la biodiversité, ce qui vous a semblé... les choses étaient claires sur la connexion qu'il peut y avoir entre ce qui était présenté en termes sur les données et justement ce nouveau système d'information sur la biodiversité qui est l'objet de ce séminaire et qui le lance réellement. Ah, Bernard, juste un commentaire pour nos amis des sols. Étant plutôt hydrobiologiste, je ne veux pas croire que les biologistes du sol aient 50 ans de retard sur les hydrobiologistes. Ce que je veux dire par là, c'est que les biologistes, hydrobiologistes n'ont pas hésité il y a 50 ans à construire un indicateur de qualité biologique des masses d'eau qui a permis de faire une politique efficace. Et effectivement, je voudrais vraiment encourager nos amis des sols à avoir de l'audace et à faire la même chose parce que les urgences, alors là je parle en tant que milieu associatif, les urgences dans le domaine de la biodiversité sont telles y aller vraiment avec à la hache et avec des outils rustiques pour enfin avancer sur cette question de la dégradation de la biodiversité dans les milieux terrestres. Je sais bien, ayant moi-même fait de la recherche, que parfois on veut être perfectionniste, mais vous n'avez quand même pas 50 ans de retard sur les hydrobiologistes. Hein, donc, c'est un peu histoire de provoquer. Mais... Et juste pour compléter là-dessus, hein, au niveau européen, en tout cas, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'European Joint Programme sur la gestion climato-intelligente, en tout cas de l'agriculture. Il y a toutes ces questions qui ont été discutées la semaine dernière dans un séminaire scientifique, notamment autour des développements des indicateurs. Donc, ces indicateurs et avec cette volonté d'évaluer un État. Donc, ça se fait bien. Et les Français, notamment, on parlera notamment Michael Hed, qui va notamment peut potentiellement être un porteur de projet ou de coordinateur au niveau français des questions des indicateurs. Et l'objectif, c'est bien de donner un peu une évaluation de l'état des milieux. Après, ça se pose la question de développement d'un seuil, à quel seuil on met la barre. En fait, c'est peut-être ça qui peut être différent de la DCE que je connais très, très bien. C'est la définition des indicateurs, enfin des seuils. Et puis, la question du référentiel, autant dans la DCE, on peut avoir on s'appuie sur des sites potentiellement peu soumis à impact anthropique. Voilà, ces questions de sol, c'est peut-être aussi, est-ce qu'on s'appuie sur ce type de référentiel ou on passe sur complètement autre chose? Alors, c'est peut-être dans la construction même de l'indicateur que c'est à réfléchir, ou à ce moment-là, dans une temporalité ou évolution en fait, d'un milieu, plutôt en termes de dynamique et changement d'usage. En tout cas, il y a les réflexions et oui, il y a plein de choses qui existent et je pense qu'il
il faut peut-être parce que du coup, il n'y a pas de directive qui fait qu'à un moment, on a l'impression qu'on est en retard alors qu'on n'y est pas, quoi. Et surtout en France. Voilà. Oui, puis si je peux compléter, Nolwenn, moi je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on ait peur et on va y aller, ça c'est sûr. Et au niveau européen, il y a aussi le projet Lucasol là, qui se met aussi à faire de la biodiversité et quand ils lancent des choses à leur niveau, ils ne font pas dans la demi-mesure et finalement, ils ne se posent pas autant de questions par rapport à la robustesse, à la fiabilité des données qui sont acquises sur ce réseau-là. Mais non, mais le cœur du problème, ou de la question ou de la solution qu'il va falloir qu'on obtienne, c'est d'avoir des référentiels assez robustes quand même. Voilà, parce que pour le moment, en fait, il y a des tas de compartiments de la biodiversité où on ne sait juste rien, en fait, à l'échelle du territoire. Et du coup, si on arrive à monter ce projet qui couvre la France entière, ça nous permettra d'obtenir ces fameux référentiels. C'est ça que nos collègues microbiologistes ont réussi à faire. Et du coup, après, à foncer et à dire oui, allons-y, allons jusqu'à qualifier les états des sols, et comme ce qui a été fait en hydrobiologie. Ouais, non, merci Bernard pour ces encouragements.